Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est ni plus ni moins que la présentation que nous allons réaliser avec l'association Bitcoin Lille lors du meet-up de décembre 2024 et dont le titre est Comment acheter du Bitcoin. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de points. On va d'abord se poser la question de savoir pourquoi il est pertinent d'acheter du Bitcoin. On verra qu'il y a de nombreux points qui font qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes dans le monde qui en achètent et donc par conséquent qui en possèdent. Et puis ensuite, on différenciera la présentation en deux parties. Une première partie avec le KYC, ce que c'est, les atouts, ses limites, et puis en pratique ce que ça donne. Et à côté, finalement, le non KYC. Comment peut-on acheter des bitcoins non KYC? Quels sont les atouts? Quels sont également les inconvénients? En pratique, quelles applications, quels sites peut-on utiliser? Et on conclura de manière générale par rapport à tout cela. Alors, dans un premier temps, pourquoi acheter du Bitcoin? Comme je le disais précédemment, il y a énormément de raisons. Bitcoin, c'est déjà une réserve de valeur, on le sait, et il a une offre limitée à 21 millions de Bitcoin. C'est une monnaie qu'on appelle parfois une monnaie dure, c'est une monnaie qui est déflationniste. En parallèle, c'est une alternative à l'or en termes d'actifs. Quand on compare l'or et le Bitcoin, l'or est durable, fongible et également rare. Bitcoin, c'est tout ça, sauf que c'est en mieux. Il est également divisible, on peut diviser un Bitcoin en 100 millions de Satoshi. En plus de ça, on peut le porter facilement, on peut le déplacer ou l'envoyer facilement, alors que l'or c'est extrêmement complexe. Et en plus de ça, un Bitcoin est très facilement vérifiable, tandis que l'or, ça demande des procédés chimiques complexes. Donc Bitcoin est une alternative à l'or et l'améliore sur de nombreux points, c'est pour ça qu'on parle souvent d'art numérique, et puis en plus de ça, son émission monétaire, elle est connue, elle est fixée dans le code, et elle est vérifiable puisque son code est open source. Alors, Bitcoin protège de l'inflation, c'est une certitude lorsqu'on compare les monnaies fiduciaires, notamment les monnaies fiduciaires les plus importantes comme le dollar à gauche, l'euro, le yen, ou même avec le peso argentin ou la livre libanaise à droite. En fait, on observe que par rapport au Bitcoin, donc à XBT, eh bien en réalité, sur 5 ans, le pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires ne fait que baisser par rapport au dollar. Et encore, on n'est que sur 5 ans, on ne regarde pas sur une période d'une quinzaine d'années. Donc effectivement, Bitcoin protège de l'inflation, notamment par le biais du fait que son prix augmente, que son offre est limitée, etc. etc. Et puis un deuxième point, c'est aussi que Bitcoin permet de retrouver la souveraineté financière des personnes qui en possèdent. Déjà, dans un premier temps, on n'a pas besoin de passer par une banque pour détenir ses fonds. Non, au contraire, on n'a pas besoin de terre de confiance, on peut posséder ses propres fonds, et cela, eh bien, tout simplement en possédant une seed phrase. Donc en fait, une clé privée qui est une liste de 12 ou de 24 mots, et c'est à partir de ces 12 ou 24 mots qu'on va pouvoir accéder à nos bitcoins qui sont sur la blockchain, et donc par conséquent de ne pas passer par un tiers de confiance. En parallèle, Bitcoin est résistant à la censure. Il y a eu un papier de Michel Kazaka, un chercheur sur le sujet, il y a quelques mois qui est paru, et une vidéo de Grand Angle Crypto, qui venait finalement expliquer que même si un mineur essayait de censurer une transaction, eh bien en réalité, cette censure, elle n'arriverait pas à échéance. Et plus précisément, la seule chose que ça pourrait impliquer, même avec 60% du réseau, donc du hash rate du réseau pour l'attaquant, eh bien en réalité, ça n'impliquerait qu'un délai pour la transaction avant qu'elle ne passe dans un bloc, un délai en moyenne de entre 2 et 3 blocs. Autrement dit, Bitcoin est un outil résistant à la censure, c'est d'ailleurs une des choses qui fait sa force, et puis en plus de ça, il est indépendant des systèmes politiques, indépendant des systèmes financiers qu'on connaît actuellement. C'est aussi un accès qui est universel, qui est accessible à tous, également aux milliards de personnes sur Terre qui ne possèdent pas un compte en banque. Et puis, deux sujets et on va dire, deux utilisations de Bitcoin qui, à mes yeux, est absolument incroyable. Le premier, c'est que beaucoup de personnes dans le monde décident de quitter pour différentes raisons, que ce soit en Ukraine avec la guerre en Pologne, ou bien dans certains pays d'Afrique de quitter leur pays parce qu'ils n'ont plus le choix finalement, que guerre, famine, etc., etc. Eh bien, de plus en plus de personnes le font avec soit une clé USB sur laquelle ils ont un fichier avec leur liste de 12 ou 24 mots qui sont associés à toutes leurs économies qu'ils ont transférées en Bitcoin, soit avec cette liste de mots dans la tête directement. Donc c'est assez incroyable de se dire qu'on peut passer les frontières avec juste une clé USB et la quantité de ces savings, de ces ressources sur cette clé USB en Bitcoin. Et puis une chose qui est aussi extrêmement intéressante, c'est que des populations opprimées ou même des femmes afghanes en Afghanistan, en Iran ou autre, eh bien ont la possibilité finalement d'avoir une forme de compte en banque par le biais de la crypto-monnaie, par le biais de Bitcoin, puisque, comme vous devez certainement le savoir, dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit d'avoir des comptes en banque si leur mari ne leur autorise pas, et donc par conséquent, elles essaient de trouver des alternatives, et Bitcoin, depuis les années 2019, 2020, voire même 2021, en est une et est utilisée dans certains pays du monde pour ce faire.
plus de ça, bon, évidemment, j'en parle pas, mais pour quand on souhaite faire un transfert international d'argent, voilà, vous avez un article qui datait de 2018 avec l'UFC Que Choisir qui avait réalisé un palmarès, mais un revenu moyen, une estimation moyenne des frais de transfert sur les 10 pays principaux receveurs de monnaie à l'international. Et en fait, on se rend compte que quand on envoie de la monnaie fiduciaire à l'international, on a en moyenne entre 6 et 7% de frais, enfin, ce qui est totalement dingue. Ça veut dire que pour 100 balles qui est envoyé, ou allez, disons pour 1000 balles envoyées, on a 60 à 70 euros, dollars ou autres de frais, donc c'est dingue, alors que sur Bitcoin, on peut envoyer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, on va dire, non pas gratuitement, mais moyennant les frais de transaction on-chain, et donc par conséquent, quelque chose qui est de l'ordre du 50 centimes de dollar à peut-être 1 ou 2 dollars, donc c'est vraiment peu. Et le troisième point qui est vraiment essentiel, c'est que Bitcoin est l'actif financier le plus performant des 15 dernières années. J'en ai rediscuté avec Jamie Coates, qui est on va dire un analyste dans le domaine de la crypto-monnaie, mais pas que, surtout sur des marchés tels que le S&P 500, le Nasdaq ou autre. Et en fait, il m'a refilé ce tableau qui date de mi-novembre dernier. Et en fait, on l'observe. Effectivement, sur 20 ans, le Nasdaq est bien au-dessus. Mais pourquoi? Parce que Bitcoin n'existait pas sur 20 ans. Il y a 20 ans. En réalité, si on regarde sur 15 ans, si on regarde sur 10 ans, sur 5 ans, sur 2 ans, sur 1 an, et ben finalement, l'actif qui a le mieux performé le marché, et bien c'est tout simplement ni plus ni moins que Bitcoin. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et cela, enfin, franchement, de loin, au moins à plus de 5 fois, sur la dernière année par rapport au Nasdaq, puisque Bitcoin est à 110% de plus-value, alors que le Nasdaq est à peine 21%, à peine entre guillemets, le S&P 500 à 23% également. Donc ça, c'est assez dingue. Et puis cela, même si on compare la volatilité de Bitcoin par rapport à son investissement, on va dire à l'investissement qu'on peut faire et au retour qu'on peut avoir en termes de plus-value. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport de BlackRock il y a 2 ans qui est venu à conclure qu'en réalité, dans un portefeuille classique avec des equities, avec des bons du trésor américain, des actions, etc., et bien en réalité, le rapport qui venait à tabler que d'un point de vue mathématique, il était pertinent d'allouer 85% de son portfolio en Bitcoin malgré les calculs sur la volatilité, et que les 15%, c'était pas mal de faire 60% d'equity et 40% de bons du trésor américain. Donc c'est quand même très intéressant. Même les plus grosses finances traditionnelles viennent à le dire, Bitcoin est un ovni. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'autres points. On pourrait parler de son immuabilité, du fait qu'il préserve la vie privée, de son réseau décentralisé. Bref, passons. Bitcoin est une évidence. Stay humble, stack sats. Alors, le stay humble, on a souvent tendance à l'oublier, et pourtant, c'est peut-être l'une des parties les plus importantes dans cette citation. Alors, deuxième point, les atouts et les limites du KYC. Et puis la première question qu'il faut se poser, c'est concrètement, c'est quoi le KYC? Alors, un KYC, c'est une procédure qui permet de vérifier l'identité des utilisateurs. En anglais, c'est Know Your Customer. Et donc, c'est une procédure qui est utilisée dans les banques. Dans les banques, leur objectif est d'identifier le client au niveau de leur adresse, leurs informations de base, date de naissance, nom, prénom, de collecter des documents en soumettant des documents, des pièces d'identité, des papiers d'identité, des passeports qui sont valides, réaliser des contrôles au niveau de ces documents pour vérifier le fait que ce ne sont pas des documents frauduleux, évaluer le risque, est-ce que c'est pertinent ou non de lui laisser de lui ouvrir un crédit ou pas, en fonction d'un certain nombre de paramètres, et également d'induire potentiellement une surveillance continue au niveau des actions de ce client. Dans le cas de tout ce qui est les échanges de crypto-monnaies dont on va parler avec l'achat de Bitcoin KYC, en fait c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus de ça on va aller encore plus loin, on va demander un selfie dynamique, c'est-à-dire tout simplement le fait d'avoir avec un téléphone, de se prendre en vidéo le visage pour pouvoir montrer que c'est bien nous, pour avoir une preuve. Des fois on va même demander des justificatifs de domicile, donc c'est une procédure qui est particulièrement lourde, et même si ça fait du mal de l'admettre, puisque évidemment le KYC ça va induire énormément d'inconvénients dont on va parler dans quelques secondes, on peut dire en soi qu'il peut apporter quelques avantages pour les personnes souhaitant acheter du Bitcoin sur des plateformes KYC. Je dirais en facilitant les choses et puis en essayant de mettre, on va dire entre guillemets, du mien avec un recul assez important. Effectivement, les plateformes qui sont des plateformes KYC, donc
sont plutôt user-friendly, c'est-à-dire assez faciles à utiliser. Et puis c'est surtout que comme on a donné toute son identité et toutes les informations sur sa vie, derrière on peut payer en carte bleue, on peut payer avec un virement SEPA par sa banque, etc. C'est rapide, c'est varié, c'est facile. Et puis une particularité, c'est que sur ces plateformes, il y a effectivement beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'outils qui sont pratiques d'utilisation, comme le fait de cliquer sur un bouton et de pouvoir chaque semaine ou chaque mois avoir un même montant acheté, c'est ce qu'on appelle le DCA. Et puis ces plateformes KYC, elles sont évidemment pour la plupart régulées, notamment en France avec les plateformes SAN, on en parlera juste après. Et donc par conséquent des mécanismes de remboursement en cas de piratage de la plateforme qui peuvent subvenir, même si, bon voilà, ça c'est dépendant des plateformes, passons. Donc quelques avantages, on va dire plutôt la simplicité et les outils, alors que des inconvénients en fait en réalité ils sont cachés, ils sont un peu en soum-soum, mais pourtant ils sont extrêmement importants d'un point de vue négatif. Déjà premièrement, une plateforme KYC va collecter énormément de données personnelles qui peuvent donc être hackées puisqu'elles sont centralisées. Deux exemples, les données de Free qui ont été hackées il y a encore quelques semaines, celle de Ledger dans le cas des crypto-monnaies et des hardware wallets il y a quelques années. En plus de ça, comme on a donné toutes ces informations, la plateforme va pouvoir savoir exactement quelle quantité de Bitcoin on achète, à quel endroit, à quel moment, vers quoi on les envoie, qui l'a acheté. Et donc finalement, il y a une traçabilité des flux financiers, une perte de confidentialité du capital qui est présente. Et puis ça induit nécessairement un risque de surveillance, que ce soit par le fisc ou par d'autres entités, avec nécessairement des risques de censure, de restriction, de gel des fonds comme c'est déjà arrivé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, on est contrôlé par un tiers. Et puis, un point qui est quand même à avoir en tête, c'est que lorsqu'on réalise un KYC, il y a des délais de traitement qui parfois peuvent être longs. Lorsqu'on a envoyé ces photos, des fois il faut attendre plusieurs jours avant qu'il y ait cette validation qui soit réalisée de manière automatique ou non. Donc, beaucoup d'inconvénients, des avantages, plutôt sur la simplicité d'achat du Bitcoin par le biais de plateformes KYC, même si on verra qu'en réalité, il est tout à fait possible d'acheter de manière simple du Bitcoin en non KYC sans passer par un échange KYC. Alors, il existe une ribambelle de possibilités pour acheter du Bitcoin KYC. Je ne fais en aucun cas la promo des sociétés qui sont présentes ici, mais c'est des sociétés qui sont françaises, donc ça peut être pertinent d'en parler. On a Bitstack, Deblock et Paymium, qui sont des sociétés toutes les trois régulées, enregistrées ou agrémentées PSAN, c'est-à-dire prestataires d'actifs sous gestion et d'actifs numériques. Donc finalement, en fait, comme les crypto-monnaies Bitcoin ou autres, avec des services plus ou moins différents. Il y a également des exchanges. Là, on a le top sec des échanges dans le monde, avec notamment Binance, Coinbase et OKX, qui sont des exchanges qui sont SAN également en France, donc qui sont de ce fait régulés. Tout ce que je viens de vous montrer là, finalement, ce sont des plateformes qui sont KYC, peut-être à l'exception de BitGet et Kraken à vérifier. Et puis la question, c'est du coup, comment on fait pour pouvoir acheter du Bitcoin sur une de ces plateformes. Et donc, pour des personnes qui débutent, ça peut être intéressant de le voir une première fois pour se dire, ok, donc en fait, il va falloir que je donne toutes ces informations. Donc, prenons l'exemple de la création d'un compte sur un exchange sur lequel on va vouloir acheter du Bitcoin, comme par exemple Binance. Pourquoi Binance ? Parce que c'est le premier dans la liste et qu'il y a des campagnes de pub qui sont assez importants. Donc, prenons cet exemple, même si ça me tue. Donc il va falloir entrer un email ou un numéro de téléphone, créer un mot de passe, enfin bref, c'est une créature de compte classique. Sur la slide 3, on nous dit tout de suite, va falloir vérifier votre identité avec des informations personnelles, une pièce d'identité délivrée par les autorités publiques, vérification de la généalogie avec une vidéo de sa tête. On va nous demander ensuite de valider des conditions où en gros l'entreprise va pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut des données. Personne ne lit ces conditions, mais pourtant il y a des trucs, des fois, c'est assez incroyable. On va devoir mettre nos informations personnelles, notre adresse de domicile, étapes 5 et 6, et par la suite, on va devoir vérifier nos documents. Donc là, on va arriver sur une application qui est autre, sur notre moteur de recherche, et puis à ce moment-là, on va déjà premièrement devoir filmer en prenant une photo du ou des documents d'identité qu'on va devoir montrer, donc pièce d'identité, passeport ou autre, donc donner toutes les informations associées. Et puis en parallèle, on va également devoir prendre notre téléphone, filmer notre visage sur différents angles, pour vous montrer que déjà, on est la personne qu'on décrit, qui est bien sur le papier d'identité, et puis également, deuxièmement, que ce n'est pas quelque chose réalisé par IA. Donc en fait, en réalité, ces différentes étapes, elles sont quand même particulièrement intrusives. Les étapes 8 et 9, évidemment, je ne les ai pas faites dans cette présentation car elles ne sont pas pertinentes, mais vous voyez un petit peu ce qu'il en est, et vous voyez que l'achat de Bitcoin en KYC, une fois qu'on arrive sur la plateforme, que ça a été validé au bout de 24 heures, 48 heures, des fois ça prend plus, et en réalité, à ce moment-là, on peut utiliser tous les outils de la plateforme, mais on a cette
cette traçabilité des flux, cette perte de confidentialité du capital et des données personnelles, des risques de surcensure, de restriction, etc., qui sont présents. Alors, tous ces risques, on les dépeint parce qu'il faut les avoir en tête. Et puis après, il y a, entre guillemets, une alternative, même si alternative, oui et non, on en parlera dans les avantages et inconvénients, qui existe. C'est quoi du Bitcoin non KYC? C'est la première question qu'on doit se poser. Il n'y a pas vraiment de définition, mais on pourrait dire que c'est du Bitcoin qui est acquis sans avoir à donner des informations personnelles, et cela en réduisant donc fortement, voire même très très fortement, la traçabilité directe entre la transaction, où est-ce qu'elle a été réalisée, et l'identité des intervenants. On pense souvent que du Bitcoin non KYC, c'est un truc qui va se faire en soum-soum dans une rue noire avec du cash qui vient de l'argent de la drogue. En fait, absolument pas. C'est juste une transaction qui se fait de pair à pair, donc entre deux personnes, que ce soit dans un McDo, que ce soit à son boulot ou que ce soit directement sur une application. Et donc là, le point qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il existe différentes nuances de non KYC. Souvent, on pense que tous les bitcoins sont non KYC, mais en fait, pas vraiment. Dans le meet-up à Lille, par exemple, on a des personnes qui ont fait de l'achat. Alors, j'ai mis pair à pair numérique, c'est pas pair à pair, mais je changerai sur mon document qui est open source et ma présentation sera évidemment dans les commentaires disponible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à la prendre, à la copier, à la dupliquer, etc., pour pouvoir le présenter dans vos meet-up. Tout est open source dans ce que je réalise. Et donc revenons là-dessus. En fait, en réalité, il y a certaines personnes qui vont aller sur des applications comme Relais, comme Mon Pèlerin, et qui vont payer avec leur carte bancaire ou par virement SEPA ces entreprises régulées en Suisse pour qui vont nécessairement leur envoyer ensuite le Bitcoin en question. En fait, en réalité, c'est pas du Bitcoin non KYC. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en payant avec sa carte bancaire, la banque, elle sait exactement à quelle entreprise vous avez acheté. Vous avez acheté du Bitcoin à Mon Pèlerin ou à Relais. Et donc, par conséquent, il y a une traçabilité des flux qui est possible entre les gouvernements, les banques et également la base de données de Mon Pèlerin. Et donc, par conséquent, en réalité, ce Bitcoin, il n'est pas non KYC. On peut le définir comme semi-KYC parce qu'on n'a pas rentré toutes les informations que du Bitcoin KYC, mais reste qu'il n'est pas non KYC. Et puis ensuite, on a une deuxième partie. Vraiment, du Bitcoin qui là est quand même différent. On pourrait définir une nomenclature qui serait la suivante: du Bitcoin semi-non KYC et du Bitcoin non KYC anonyme. Alors encore une fois, il y a des nuances entre les deux. Du Bitcoin semi-non KYC, en fait, on pourrait le définir comme un achat en peer-to-peer par le biais d'un site ou d'une application. C'est le cas de Pitch, on en parlera après. Et on va payer la personne en question, non pas sur l'application sur laquelle on va réaliser le trade ou bien sur laquelle on va recevoir ces bitcoins, mais par le biais d'une autre application qui est externe, qui est totalement décorrélée de l'application du trade, comme par exemple N26, Strike, Revolut ou autre. Donc par exemple, dans le cas de Pitch et Revolut, Pitch ce serait l'application sur laquelle il va y avoir le trade qui va se créer entre les deux personnes. Nous, on utilisera une autre application qui est comme Revolut. On va envoyer, on va dire, au tag Revolut, donc en gros à l'identité Revolut, entre guillemets, de la personne sur l'application Revolut, l'argent qu'on doit à la personne. Et une fois que la personne a reçu l'argent sur Revolut, à ce moment-là, sur Pitch, elle va pouvoir valider le fait qu'elle a bien reçu et les bitcoins seront libérés sur Pitch. Autrement dit, on a véritablement une scission entre les deux applications, l'une qui est faite pour la communication d'informations qui est Pitch, et l'autre qui est faite pour le paiement, et ces deux informations étant tout à fait décorrélées, les informations d'identité de la personne sur Revolut et sur Pitch sont des informations qui sont entre guillemets chiffrées, cryptées, qui ne sont pas directement liées à l'identité des intervenants, et donc par conséquent, en fait en réalité, c'est pas du Bitcoin exactement non KYC, parce qu'il y a quand même des informations pour réussir à faire des corrélations, mais ces corrélations elles sont extrêmement faibles puisque les deux personnes ne se connaissent pas. Et puis en parallèle on a le must du must, le Bitcoin non KYC, plus précisément de manière anonyme. Et là il existe trois possibilités. Évidemment le premier c'est l'achat de peer-to-peer en physique avec du cash. Hop, j'ai du cash, je le donne à quelqu'un qui est intéressé pour me vendre du Bitcoin. La personne m'envoie du Bitcoin sur mon adresse Bitcoin ou sur mon portefeuille. Et puis c'est tout, c'est fait, c'est terminé. Donc aucune information qui a dû être donnée. On peut aussi le faire par le biais d'un ATM. Il existe des ATM Bitcoin dans le monde où on peut arriver, on met des informations, notamment notre adresse Bitcoin, en Bitcoin ou en Lightning. Hop, on rentre l'argent dedans avec nos billets et puis derrière on reçoit nos Bitcoin on-chain. Donc ça c'est possible également. Et puis en parallèle évidemment le minage de Bitcoin vierge
donc dans la situation où on possède un ASIC ou un anneau. Et à ce moment-là, si on trouve le bon nom qui valide un bloc, par conséquent, on chope les 3,125 bitcoins plus les frais de transaction. Donc on a du nouveau bitcoin, du bitcoin qui vient d'être miné, qui est vierge, et donc par conséquent qui est anonyme, puisque à moins que vous miniez sur une pool qui soit KYC, ce qui est tout à fait stupide et ce qui existe, mais ce qui est tout à fait stupide et c'est pas pertinent, alors dans ce cas-là, en fait, en réalité, vous pouvez tout à fait obtenir du bitcoin vierge. Bon, néanmoins, il faut faire quand même attention. Évidemment, faites attention à votre adresse IP. Évidemment, si vous utilisez une application, si vous utilisez par exemple, je sais pas, un mineur va passer par le biais de Tor pour ne pas leaker votre IP. Si vous allez sur un Bitcoin ATM ou si même vous utilisez une plateforme, quelle que soit la plateforme en question, n'utilisez pas un mail que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé, qui est lié à votre identité ou un mot de page déjà utilisé. Utilisez quelque chose qui est dédié, que vous venez de créer pour l'occasion. De la même manière, faites attention à votre 2FA sur votre téléphone, donc votre authentificateur. Le mettez pas dans le cloud, non, gardez-le en local et puis faites une sauvegarde de temps en temps. Sinon, c'est des informations que vous balancez à des GAFAM. Donc, beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention. Et puis finalement, l'achat de Bitcoin non KYC ou semi non KYC a quand même des avantages par rapport à l'achat KYC. Les avantages, déjà, il y a des plateformes qui sont elles aussi user-friendly, mais c'est également des achats rapides et variés, Revolut, N24, PayPal, il y a plein de possibilités. Des possibilités même qui sont plus anonymes, comme l'Amazon Gift Card ou des choses comme ça. En parallèle, il n'y a pas de données personnelles qui sont collectées par le biais de ces applications. La traçabilité des flux financiers elle est faible, voire impossible. On a des risques de surveillance, de censure, de restriction, de gel des fonds qui sont nuls ou quasi nuls. Et puis en plus de ça, quand on s'y connaît, la probabilité d'un hack elle est extrêmement faible parce que généralement les codes sources sont disponibles de ces applications, donc on peut vérifier ce qui se passe. Et les inconvénients, il y en a, effectivement. Le premier, c'est que c'est un processus qui peut être plus avancé, par exemple l'utilisation d'un VPN, l'utilisation de Tor pour cacher son identité. Et puis, surtout, je pense que c'est là le point négatif pour des personnes qui arrivent dans l'écosystème, ça va être le fait que les liquidités sont faibles, que ça va dépendre du marché. Donc si on veut acheter 100 balles, il y aura peut-être pas une offre qui sera disponible à 100 balles, peut-être qu'il y aura une offre disponible à 203 balles, et donc par conséquent, on va devoir accepter une offre qui existe sur le marché, on ne peut pas faire un petit peu comme on le souhaite. Alors que sur le cas des échanges KYC, la liquidité est tellement importante que en réalité c'est un agrégateur, et donc de ce fait, on peut acheter la quantité qu'on veut. Et puis de la même manière, dans le cas d'un achat non KYC ou semi non KYC, en fait on peut pas faire de DCA. On a également des frais qui peuvent être plus élevés, c'est ce qu'on appelle des premiums, on en parlera tout à l'heure avec Pitch, et il n'y a pas la possibilité, comme je le disais, d'acheter un montant qui est exact. Donc ça peut refroidir, mais néanmoins en fait c'est juste un pli à prendre. Et quand on observe les inconvénients qui finalement ne sont que des outils par rapport aux avantages qu'on a en parallèle sur la confidentialité, sur également l'aspect d'anonymat, sur les risques de censure, de surveillance ou autre, et des informations de données personnelles qu'on a pu donner, on se rend compte qu'il y a quand même une immense scission qui se crée entre les plateformes KYC et ce qui existe pour acheter du Bitcoin non KYC. Alors évidemment, on va faire aussi du pratico-pratique et on va se poser la question comment peut-on acheter du Bitcoin non KYC? Et là, il existe pas mal de possibilités. On peut, comme je le disais précédemment, trouver un intermédiaire, un pote de travail, un Bitcoiner dans les meet-up ou des choses comme ça, et puis on réalise la transaction avec cette personne-là. Évidemment, pensez à attendre une confirmation on-chain pour être sûr et certain que vous avez bien reçu les Bitcoins dans votre portefeuille. On peut utiliser un ATM, faites attention, sur les ATM, premièrement, on demanderait assez régulièrement désormais un numéro de téléphone ou une vérification d'identité. Faites gaffe, si vous donnez des informations personnelles, forcément vous n'êtes plus anonyme. Et puis également il y a des frais qui sont exorbitants, des fois de l'ordre de 8 à 10%, donc pas pertinent du tout pour acheter du Bitcoin. Et puis ensuite il existe pas mal de sites ou d'applications, notamment Pitch et Robosats, qui sont vraiment le top du top pour acheter du Bitcoin non KYC en peer-to-peer de manière décentralisé et également de manière anonyme. Et puis ensuite on a du BISC, du HODL, on a même Vexel qui est une application qui met en relation les gens qui vont acheter des choses, des biens, des services en Bitcoin. Donc bref, et nous ce qui va nous intéresser dans cette dernière partie avant la conclusion, c'est un exemple de trade sur Pitch pour vous montrer directement comment ça se passe. Donc
On va télécharger l'application sur le Play Store, l'App Store ou l'APK. Et puis, une fois qu'on est là, on arrive sur l'interface principale. On va tout de suite aller dans les settings qui sont tout en bas à droite et on va cliquer sur Network Fees. Et puis ici, on va setup nos frais, histoire de se dire, bah tiens, si les frais de transaction réalisent un achat de Bitcoin, que les frais de transaction on-chain sont très élevés, et ben voilà, on n'aura pas payé de manière extrêmement élevée des frais. On peut très bien se dire, bah tiens, je vais attendre que les frais descendent à 4 Satoshi par byte. Ça me va très bien, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Au moins, je dépenserai pas des milliers et des cents dans les frais de transaction. Donc ça c'est un choix, voilà, bref, passons. Et puis maintenant on va vraiment passer dans la configuration, on va aller de nouveau dans les settings et dans les payment methods, donc en gros dans les méthodes de paiement. On va cliquer sur ajouter une nouvelle devise. Là j'ai pris 2 exemples, PayPal et Revolut, pour vous montrer déjà un peu à quoi cela peut correspondre. Je vais choisir l'euro et là on va pouvoir choisir la devise qu'on souhaite. Prenons par exemple PayPal, je clique dessus et là je vais rentrer du coup le label, donc PayPal numéro 2 car j'en avais déjà un ici. On va rajouter la payment reference qui ici est généralement inutile. Et puis on va rajouter surtout le username. Donc en gros, c'est votre username, votre email ou bien votre numéro de téléphone sur PayPal. Donc cette information, elle est chiffrée, cryptée sur Pitch. Et en l'occurrence, lorsque vous allez ouvrir un trade avec quelqu'un, ou plutôt lorsque quelqu'un va accepter de vous vendre du Bitcoin sur Pitch, eh bien cette information, elle va apparaître auprès de la personne en question. Et à ce moment-là, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y aura ce décryptage d'informations qui sera uniquement présent entre vous et votre intervenant. C'est tout. Donc voilà, on a validé, on a maintenant 2 méthodes de paiement et puis on va retourner sur le menu ici, on va cliquer sur Buy parce qu'on veut acheter du Bitcoin. On voit qu'il y a 112 offres qui sont disponibles sur Pitch, ce qui est relativement peu évidemment par rapport à un exchange KYC, mais ça reste pas trop mal. Ensuite, on va avoir nos méthodes de paiement, on va choisir la quantité et puis ici on va cliquer sur Pitch Wallet car Pitch, l'application possède un wallet Bitcoin qui est préintégré et qui est en fait un wallet sur lequel on va pouvoir recevoir les Bitcoins une fois qu'on a validé notre transaction. Et puis après, quelques jours après, ou même dès que vous avez reçu vos Bitcoins dans le wallet Pitch, à ce moment-là, on peut réaliser une transaction vers un wallet personnel pour finalement avoir la custodialité des fonds sans forcément à faire confiance à Pitch, même si évidemment le wallet Pitch, vous possédez les mots en question. Donc on va cliquer sur Pitch Wallet, on va montrer les offres et puis là on voit qu'on a des offres qui existent. Donc j'ai cliqué sur la première. Et puis on observe que ce vendeur a 5 étoiles, il a déjà réalisé des trades. Il vend 920 000 Satoshi, soit l'équivalent de près de 1 centième de Bitcoin. Donc cela correspond à peu près à 873 € à un coût de 95 000 € par Bitcoin. Alors la petite particularité c'est la suivante, c'est qu'en fait en réalité, premièrement on voit qu'ici on a un premium, 4,5% au-dessus du prix du KYC. En fait l'explication c'est qu'on est dans une application de pair à pair. Et dans le cas du pair à pair, en fait, chacun décide du prix auquel il va vouloir vendre ses bitcoins. Par exemple, je peux très bien dire, bah tiens, c'est 920 000 Satoshi qui sur un échange KYC vaudrait par exemple 830 ou 840 €. Eh bien, je vais vouloir les vendre à 900 balles. Et puis, si personne ne les veut, bah personne ne les veut. Mais si il se trouve que l'offre et la demande fait qu'en fait, la demande est très importante, il va forcément y avoir quelqu'un qui va accepter d'acheter à 4,5% au-dessus du prix du KYC, donc qui au lieu d'acheter ces 920 000 sats à 830 ou 840 balles va les acheter à 873,87, et donc par conséquent ça a été un choix de la personne qui a mis ses bitcoins à disposition. Donc faire attention au premium parce que ça va augmenter la valeur que vous allez devoir dépenser pour une même quantité de bitcoin. Alors, un premium qui est pertinent mon opinion, c'est qu'un premium qui est pertinent, c'est un premium entre 0 et 5%. Au-dessus, c'est beaucoup trop élevé. Mais on trouve de temps en temps des premiums de 1, 2%, même de 0% suivant les monnaies ou l'utilisation de la méthode de paiement qu'on utilise. Et puis, une petite particularité, c'est qu'on peut cliquer ici sur le View Escrow in Explorer. Donc, autrement dit, on va cliquer dessus et on va voir que, effectivement, les bitcoins en question ont bien été reçus par Pitch. Alors, en fait, en réalité, c'est pas par Pitch, c'est qu'ils ont été reçus sur une adresse qui est une adresse multisig. Donc en gros, pour faire simple, il y a une clé qui vous appartient et une clé qui appartient à la personne qui vous vend des bitcoins. Et pour que les bitcoins puissent, ces 920 000 Satoshi ici, puissent en fait être envoyés donc à vous-même, une fois que vous aurez réalisé le paiement, il faut que les 2 clés soient insérées. C'est ce qu'on appelle un multisig 2 sur 2. Alors bon, on va cliquer sur Request Trade, donc on va demander en fait à la personne qui a créé le trade, qui a créé l'échange, de pouvoir, est-ce que tu veux bien me vendre du Bitcoin? Et puis là j'ai mis d'autres photos parce que j'avais pas envie d'aller plus loin dans mon
idée. Et puis ça m'intéressait pas d'acheter du Bitcoin à ce prix-là sur Pitch. Donc du coup, j'ai pris d'autres screens et puis on voit que sur une autre offre ici, on a un montant de 52 € à peu près. Et on voit qu'ici a été décrypté l'identifiant Revolut, puisque l'achat passe par Revolut, l'identifiant Revolut de la personne qui nous vend du Bitcoin. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, donc on a notre application Pitch sur laquelle on a cette photo-là, et puis on va ouvrir en parallèle notre application Revolut. On va envoyer à l'arrobase Rev1, donc qui est l'identifiant de la personne sur Revolut, les 52 €. La personne, elle va attendre qu'elle reçoive les 52 €. Une fois qu'elle les a reçus, elle va vérifier que c'est bien le cas. Super, de son côté, c'est validé. Et à ce moment-là, elle va revenir sur l'application et elle va cliquer « J'ai bien reçu le paiement ». À ce moment-là, vous venez d'envoyer déjà les 52 €, donc vous allez cliquer sur I made the payment. Vous allez donc avoir votre signature, donc le cadenas qui va devenir vert. Autrement dit, votre signature, vous avez dit oui, moi j'ai fait mon taf. L'autre personne, elle va elle aussi faire la même chose parce qu'elle aussi a reçu l'argent. Donc elle va également mettre le deuxième cadenas en vert, donc en glissant comme ça. Et par conséquent, ça y est, le paiement est réalisé et vos bitcoins ont été envoyés dans votre portefeuille Pitch. Et donc c'est bon, c'est terminé. On peut mettre un 5 étoiles si on le souhaite à la personne d'en face pour la remercier et c'est fini. Alors, on aura certainement des questions. Oui, mais du coup, si la personne elle a bien reçu les 52 €, elle peut repartir avec les bitcoins. La réalité, c'est que non, elle ne peut pas. Pourquoi ? Parce que comme on le disait précédemment, les bitcoins ici, elle ne peut pas les dépenser car à ce stade-là, nous, on a validé, mais pas elle. Donc, comme il faut obligatoirement les deux signatures pour que les bitcoins sortent de cette adresse, enfin plutôt soient dépensables, et bien par conséquent, les bitcoins, il resterait, la personne pourrait partir avec les 52 €, décédés ou ce qu'on veut, mais les bitcoins resteraient dans cette adresse. Mais ce qui se passe, c'est que Pitch a implémenté un mode de fonctionnement qui fait que si au bout de 30 jours, on observe que le vendeur ou la vendeuse n'a pas validé son côté alors que nous on a fait le taf, eh bien il va y avoir un litige qu'on va pouvoir créer et il va y avoir une décision de justice entre guillemets qui va être un peu comme sur le Lightning qui va être créée par Pitch, et à ce moment-là Pitch va avoir la possibilité au bout de 30 jours de prendre le contrôle de la clé du vendeur ou de la vendeuse et à ce moment-là de valider le paiement, et donc la deuxième signature passera elle aussi en verte à condition qu'on a été capable nous en tant qu'acheteur de fournir une preuve comme quoi on a bien envoyé les 52 €. Donc voilà, et puis la conclusion, puisque ça c'était une présentation de l'achat de Bitcoin non KYC par le biais de Pitch, mais Robosat c'est un fonctionnement à peu près similaire. D'ailleurs sur Robosat on peut acheter on-chain et en Lightning. C'est que si on devait reformuler un petit peu tout ça, on pourrait dire que les plateformes et exchange KYC, c'est plutôt un point de départ pour les débutants parce qu'il y a des achats rapides, faciles, il y a des outils qui sont pratiques avec notamment la mise en place d'un DCA, c'est pas technique, et puis il y a la confiance en les plateformes régulières. Il faut quand même le dire, hein, il y a des collectes de données, la traçabilité des flux, et puis il y a un gros problème de confidentialité, de censure, de restriction et de dépendance à un tiers qui est présent. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on choisit la pilule bleue un peu comme dans Matrix et de se dire tout s'arrête, on va continuer à croire la réalité fabriquée par la matrice, tout va bien se passer, nous on va pas être censuré, ça ne peut jamais arriver, jamais je ne pourrai être tracé par qui que ce soit, par un gouvernement ou par le fisc. Ou est-ce qu'on décide de prendre la pilule orange et dans ce cas-là de plutôt choisir du Bitcoin non KYC, ou c'est effectivement plutôt pour les informés qui souhaitent être souverains, pas forcément les personnes techniques mais les personnes informées de ce que c'est que le Bitcoin non KYC. Et pourquoi ? Parce que la confidentialité et les aspects de vie privée sont bien meilleurs, parce qu'on a une incensurabilité qui est présente, on a une forme de souveraineté monétaire qui est présente également. Par contre, il est vrai, c'est moins rapide, va falloir attendre que la personne elle accepte notre trade, on va pas pouvoir mettre en place de DCA, il y a moins de liquidité, c'est peut-être un petit peu plus technique dans certaines situations, il y a plus de frais, donc c'est vrai qu'il y a des outils négatifs dans le fait d'acheter du Bitcoin non KYC. Évidemment, si lors d'un meet-up, vous avez un copain qui vous vend régulièrement du Bitcoin, vous êtes tranquille, il n'y aura pas plus de frais, ce ne sera pas technique, il suffira juste de lui filer le cash et d'attendre une transaction de chaîne, mais en réalité, c'est une alternative, et donc voilà, il est possible de choisir la pilule orange. Dans ce cas-là, vous resterez dans le pays des merveilles et puis vous descendrez parcourir le terrier du lapin qu'est Bitcoin. Ou à ce moment-là, vous sortirez de la matrice, vous sortirez d'un monde qui est peut-être contrôlé par cette matrice qui vous montre finalement une réalité préfabriquée. Et là, vous vous rendrez compte que vous allez acquérir une forme de liberté qui est extrêmement intéressante et vous allez vous échapper du monde réel, vous allez vous échapper dans le monde réel et découvrir finalement la liberté financière. Et puis la conclusion pour terminer, et je pense que c'est quand même un point qu'il faut aborder,
On va certainement avoir des personnes qui vont dire oui, mais c'est pas possible, jamais de toute façon on sera censuré, jamais un État va nous demander de redonner le Bitcoin qu'on a pu acheter pour une situation X ou Y. Sachez qu'en 1933, donc quelques années avant, on avait la Grande Dépression aux États-Unis. Et en 1933, Roosevelt a écrit un décret présidentiel. Il a confisqué l'or des citoyens américains. C'est-à-dire que tout citoyen américain se devait d'aller en banque redonner ses pièces d'or, ses lingots d'or, ses certificats d'or, etc., etc. Et il était à ce moment-là interdit de posséder de l'or. Par conséquent, c'était 1933, c'était il y a moins de 100 ans. Évidemment, on ne connaît pas le futur, mais imaginons un futur dystopique où un gouvernement déciderait de demander à tous ses citoyens de venir à donner leur Bitcoin. En réalité, si on a du Bitcoin KYC, on est fini. Si on a du Bitcoin non KYC, on est capable de pouvoir contourner cette censure et cette régulation, et par conséquent, de conserver sa liberté financière. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des stratégies que vous appliquez pour acheter du Bitcoin KYC ou non KYC, évidemment, sans promouvoir des scams ou sans promouvoir également des plateformes un peu shady, n'hésitez pas. Et tout ce que je disais n'est évidemment pas des conseils des conseils en investissement ou je ne sais quoi. L'idée, c'est juste de présenter les différentes alternatives, même si évidemment le KYC c'est quelque chose qui me sort par les trous de nez. Et puis derrière, pour avoir une vision globale de la chose. Écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette présentation. Ciao, ciao!